Et c'est parti pour le face-à-face d'un œil sur le monde avec Rotel Krief face à Pierre Servant ce soir, au lendemain de ce qui semble bel et bien être un accident hier en Pologne, un missile dont les Américains et les Polonais ont dit qu'il était très vraisemblablement ukrainien. Volodymyr Zelensky a réagi il y a quelques minutes, Ruth. Qu'est-ce qu'il a dit le président ukrainien? Il persiste et signe. Oui, il persiste et signe. C'est-à-dire que depuis hier, il nous a expliqué que c'était une escalade très importante, que l'Ukraine, la Pologne, l'Europe et le monde devaient être entièrement protégés de la Russie terroriste. Et ce soir, il répète, je n'ai aucun doute, ce n'était pas un de nos missiles. Je crois que c'était un missile russe. Alors c'est un peu contradictoire, mais... D'un côté, il dit aucun doute, et de l'autre côté, il dit je crois que c'était un missile russe. Je fais confiance aux conclusions de mon armée, et il demande de nouveau, au nom de l'Ukraine, d'accéder au site de l'explosion. Donc bon... c'est vrai qu'on a une forme de frustration en se disant qu'à partir des confirmations qui ont été données par les Américains, par les Polonais eux-mêmes, c'est important, par l'OTAN, qui sont que c'était peut-être un tir raté d'un missile sol-air de défense antiaérienne de la part des Ukrainiens, que Volodymyr Zelensky, finalement, ne dise pas... On ne demande pas, enfin peut-être qu'il doit présenter évidemment ses condoléances aux Polonais, peut-être qu'il doit présenter des excuses, c'est encore une autre chose, mais qu'ils ne reconnaissent pas que c'est un missile ukrainien qui a dévié de son tir, qui a raté son tir, et qu'après tout c'est la guerre, et qu'ils sont les premières victimes, mais qu'il y ait une forme de crédibilisation par l'Ukraine de ce qui s'est passé, c'est une forme de frustration parce que la propagande, la guerre de l'information, c'est tout aussi important dans notre monde. Évidemment, c'est moins mortel, mais enfin quand même, que la guerre tout court et que ça fait partie de la guerre, c'est cette fameuse guerre hybride. Donc on a une petite question autour du discours de Zelensky ce soir. Pierre Servant. Oui, effectivement, il y a une sorte de blocage et qui est nuisible parce qu'effectivement, il semble prendre des distances par rapport à ses alliés, ses meilleurs alliés, ses voisins polonais. Et on voit difficilement comment Washington, Varsovie, puis l'OTAN chercheraient à camoufler une vraie frappe russe ou un accident de missile russe qui aurait été tout à fait possible. Ce qui est important, c'est que, comment dirais-je, c'est la première fois qu'il y a cette erreur de tir, alors que ça fait des mois que l'Ukraine est matraquée, détruite, frappée, y compris hier avec presque une centaine de missiles. Donc là, il y a un problème de bascule psychologique. On peut le comprendre parce qu'il est engagé dans cette affaire, dans ce combat, mais c'est maladroit et ça offre évidemment aux Russes une fenêtre d'opportunité et de tir en termes de communication en disant « mais voyez, ils veulent le cacher, mais en fait c'est parce que depuis le début de la guerre, ils sont responsables en fait de la destruction de leur pays parce qu'ils commettent des erreurs ». Ce qui est évidemment énorme, mais voilà, on peut compter sur les médias russes pour reprendre cette information bidon. Alors c'est effectivement la première fois quasiment la première fois qu'en termes de communication, les Russes ont une forme d'avantage. Et donc, c'est une erreur de la part de Zelensky de leur donner. Après, chacun parle à son propre peuple. On sait très bien les impératifs des uns et des autres. Il est en guerre. Et après tout, c'est vrai que c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine et qu'à la fin du compte, c'est ce que reconnaît la Maison-Blanche ce soir, à la fin du compte, c'est la Russie qui est responsable. Néanmoins, donner cette forme d'avantage est toujours une question, est toujours dommage à nos yeux d'occidentaux qui sommes attentifs à une forme de factuel, comme on dit, comme journaliste, hein, le factuel. Hein. Voilà, alors est-ce que Zelensky a eu des remontées du terrain, puisqu'il s'appuie sur les remontées de ses militaires? Alors justement, Pierre, est-ce qu'il y a un doute? Est-ce qu'il peut y avoir un doute? Écoutez, honnêtement, ça me paraît très difficile, parce que s'il y avait le moindre doute, on n'aurait pas eu la communication très rapide des États-Unis, suivie des autres, pour dire non. Et pour non seulement, comment dirais-je, j'aurais pu avoir une grande prudence qui aurait laissé une incertitude en disant il y a doute, on se demande, il faut des compléments d'enquête. Non, très rapidement, Washington a communiqué en disant c'est un missile de système de défense solaire ukrainien. Et je pense notamment qu'en calculant les distances, en connaissant le positionnement des batteries russes, des batteries ukrainiennes, plus peut-être le numéro de série du missile, même si ce sont des missiles de type soviétique, donc je ne sais pas si encore, comment dirais-je, les registres qui permettent de l'identifier, mais honnêtement, ça me paraîtrait très difficile qu'il y ait autant de monde, parce qu'en plus, Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, il s'est exprimé après une réunion des ambassadeurs de l'OTAN, c'est 30 pays,
Je doute qu'il aurait pu faire des déclarations aussi fermes si au sein de ce Sénat, certains avaient dit « attendez, il faut être prudent, il faut regarder, etc. » Juste, puisque vous parlez de Jens Stoltenberg, on va l'entendre, Jens Stoltenberg, parce qu'il va exactement dans le sens de ce que vous disiez, Ruth. La faute incombe néanmoins indirectement, si l'on peut dire, à la Russie. Let me be clear. This is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine. Alors, ça, c'est un discours évidemment qui vise à rassurer l'Ukraine sur le fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le soutien qui lui est apporté. Et à dédouaner aussi Zelensky, à lui tendre une perche d'une certaine façon, Oui. qu'il ne saisit pas. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est une façon de dire on va pas vous crucifier parce qu'il y a un tir raté, même s'il y a 2 morts. Enfin bon, Oui. mais c'est la guerre. Ça fait partie évidemment des risques de la guerre. C'est vrai que si ça avait été côté russe et qu'on avait eu l'assurance que c'était un missile d'origine, enfin, fabrication soviétique lancée par les Russes, c'est sûr que ce soir, on ne parlerait pas aussi tranquillement. Malgré tout, enfin, on en parlera. Peut-être qu'il y aurait eu des réactions beaucoup plus difficiles. Est-ce que c'était délibéré? Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que c'était une bavure, un accident? Mais néanmoins, la planète entière serait un peu plus tendue. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, de toute façon, il y a une forme de retour au calme et qu'il faut apprécier, hein, parce que le ton de la prudence, le ton du calme qui a été adopté depuis le début de cet énorme incident hier soir, on sait bien, on l'a vécu en direct et on s'est dit... Bon, le monde a vraiment retenu son souffle hier soir, incontestablement. Est-ce qu'on est à l'aube de la Troisième Guerre mondiale et est-ce qu'on est à une attaque de l'OTAN par la Russie? Et ce serait gigantesque comme événement. Donc, prudence et modération qu'aurait pu saisir Zelensky. Au contraire, dans sa première réaction hier soir, dans la nuit et ce matin, c'est plutôt la volonté de presque tordre le bras à l'OTAN et de vouloir l'entraîner dans la guerre en lui demandant de fermer le ciel ukrainien, ce que l'OTAN a toujours refusé pour ne pas être directement belligérant. Et donc, il y a peut-être même un sentiment d'insatisfaction du côté de l'OTAN, c'est-à-dire non, il ne faut pas nous parler comme ça. Enfin, il faut être clair. Et c'est pas, on est tout à fait dans le soutien, donc il ne faut pas essayer de nous gruger, quoi. Oui, d'autant plus que si Zelensky persiste, comme je pense que des éléments de preuve seront apportés, sachant que lui n'en apporte pas. Il ne met pas sur la table le fait de dire voilà, on n'a fait aucun tir de missile solaire dans cette zone, etc. Il n'apporte pas d'éléments. Il s'appuie sur le renseignement de ses militaires. Je connais le fonctionnement des militaires. Ils font remonter des comptes rendus, les militaires qui ont été interrogés en disant voilà, ben non, on n'en a pas tiré sur ce créneau horaire, dans cette direction, etc. Ils pourraient mettre ces éléments sur la table en disant non, j'ai des photos, j'ai des documents, etc. Il ne dit rien. Et donc le problème, c'est que plus il persiste, plus le risque, c'est qu'à un moment ou à un autre, les évidences, les preuves apportées par ses partenaires, ceux qui le soutiennent, vont le mettre dans une position encore plus difficile, y compris par rapport à son opinion publique. Donc, je le comprends en tant que chef de guerre, dans ce dans quoi il est engagé, mais là, il y a un défaut sans doute de conseil. C'est peut-être lié aussi à des choses qui se jouent de façon plus cachée, en deuxième rideau, qui est que les Ukrainiens voient leur pays matraqué, détruit, avec des cibles civiles, et en même temps, sur le plan strictement militaire, ils gagnent, ils ont le sentiment de la victoire, ils ont l'élan de la victoire. Comment dirais-je, il y a des blagues qui courent dans les milieux militaires occidentaux en disant bientôt les Ukrainiens pourront fêter Noël à Moscou. Bon, c'est une image, etc. Une blague, bien sûr. Et les Ukrainiens peuvent avoir le sentiment que depuis quelque temps, la musique des négociations reprend, y compris du côté des Américains. C'est pas Moscou, c'est la Crimée. C'est ce problème-là. Donc, il se joue des choses à des niveaux intermédiaires psychologiques qui fait que Zelensky, cette rapidité avec laquelle Joe Biden a dit non, c'est pas russe, il peut l'interpréter dans cette espèce de travail un peu d'influence. De pression qui commence et qui peut être en tout cas effectueux. Alors, oui, et sur laquelle il se défend. Oui, voilà. Alors, sachant que la pression, elle est surtout, à mon sens, sur Moscou. Les résultats du G20, c'est une énorme pression avec un très beau succès diplomatique des Américains et des Occidentaux. Ce n'était pas du tout gagné au départ. Déclaration sur le nucléaire, déclaration sur la condamnation de la guerre. La plupart des membres, donc on sait très bien que... Mais c'est quand même... Et ça a été éclipsé par cet incident. Voilà. Et c'est dommage parce qu'effectivement, sur le plan diplomatique, c'est une victoire. Et l'isolement de Vladimir Poutine est conforté et confirmé par ce G20, ce qui est quand même très important. Et on peut comprendre du coup que les Occidentaux
ait été assez modéré sur l'incident parce qu'ils veulent plutôt souligner la victoire diplomatique aussi. Et en fait, ils préfèrent, et c'est les moyens que nous préférons, c'est-à-dire regarder l'isolement diplomatique et pas un engagement militaire de l'OTAN ou pas un incident militaire qui serait gravissime. Il y a deux logiques et on est dans un moment, j'aime pas le terme de bascule ou de tournant, mais on est dans un moment de tension entre deux logiques. Vous avez des Ukrainiens qui ont été menacés de destruction, ce que j'ai appelé un étacide, la volonté de détruire l'État ukrainien, de le submerger totalement. C'est le projet de Poutine. Ça le reste. Sur notre plateau, nous avions reçu Piotr Tolstoï, un vice-président de la Douma. Il réaffirmait les mêmes objectifs. Donc, dans la psychologie ukrainienne, ils ont voulu nous détruire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de tailler des croupières à leur armée. Et il faudrait qu'à ce moment-là, nos amis nous tapent sur l'épaule en disant « Écoute, camarade, tu vas calmer un petit peu le jeu parce qu'il ne faudrait pas, entre guillemets, humilier le camarade Poutine. » C'est pas comme ça que ça se joue, parce que les pressions, elles se font sur la Russie pour essayer de dire à Moscou « Attendez, est-ce que vous vous rendez compte que tout est en train de se disloquer ? Que même votre pouvoir, vous, monsieur Poutine, il est lié à ce qui se passe sur le terrain et vous accumulez les défaites à un niveau considérable et qu'effectivement, si vous ne comprenez pas qu'il n'y a qu'une seule voie, c'est le retrait sur la position du 24 février pour retourner à la table de négociation, vous allez avoir un sérieux problème. Mais en même temps, les Occidentaux, les Américains se disent, si les Ukrainiens arrivent sur la Crimée, alors là, on va avoir quelque chose de très grave, qui est la question du nucléaire dans une autre acception que ce dont on a débattu, le nucléaire tactique, auquel je ne crois pas. Mais là, Poutine pourrait faire jouer le fait de dire, voilà, c'est les intérêts vitaux. Voilà. Donc il y a ça qui est en bascule, qui se joue à différents niveaux. Évidemment, moi, je serais ukrainien, je n'entendrai pas ce discours. Le Pentagone en remet une couche, il y a quelques minutes seulement, déclaration du chef d'état-major américain qui dit il y a une faible probabilité, ce sont ces mots, que les Ukrainiens délogent les Russes complètement. On voit le travail de sabre diplomatique ou d'influence en route effectivement auquel se livrent les Américains. Il y a une semaine à peu près, Mark Milley qui avait dit comme il n'y a pas de chance de victoire claire militaire, il faudra commencer à envisager des négociations. Et c'était une phrase qui a beaucoup évidemment frappé. Joe Biden lui-même avait évoqué cela. Emmanuel Macron à Sharm el-Sheikh avait dit qu'il faudra un jour se remettre autour de la table. Donc on voit bien que les pressions, si elles sont dites comme ça, on peut imaginer à quel point de façon secrète elles sont bien soulignées. Et c'est aussi à cela que réagit Zelensky. C'est une façon de dire à l'OTAN et aux alliés attention, je ne reconnaîtrai pas ce que je ne considère pas comme une faute, parce que d'abord je suis en guerre et je suis l'agressé, et en plus je gagne, et donc je n'irai pas cette extrémité de reconnaître une faute ou de reconnaître une erreur, un tir raté. Donc c'est ça le bras de fer qui se joue. Il est comment dire, ponctuellement sur le tir, mais profondément il est sur la négociation. C'est sûr. Oui, je pense que vous donnez la clé psychologique. Sachant que du côté russe et du côté de Poutine, ma conviction, c'est que dans sa tête, il n'y a aucune option diplomatique possible en dehors d'une diplomatie poutinienne qui est ce qui est à moi, et route, ce qui est à vous, je vais le prendre. Makogonov, sur ce plateau que j'avais la semaine dernière, le porte-parole de l'ambassade, Alexander Makogonov, je lui ai demandé les conditions de la négociation. Pardon, j'allais dire de la reddition. C'est un bon lapsus. Oui, non, mais bien sûr, j'ai demandé les conditions de la reddition. Bon. Oui, bien sûr. Les conditions russes de la négociation, c'était la reddition de l'Ukraine. Ouais. C'était je cite, la dénazification, c'est encore ce mot, c'était la neutralité de l'Ukraine, et c'était le maintien, enfin le retour de tout le Donbass et des 4 territoires annexés. Donc Kherson, qu'il a dit et répété, restez russes la veille du jour où Shoigu a dit « nous allons nous retirer ». Et il continue tout à l'heure avec Bénédicte Le Chatelier, il a encore dit « nous reviendrons à Kherson ». Notre maison. Donc c'est vrai que ce n'est pas des conditions de négociation. Après, on sait très bien comment sont les négociations. On ne négocie pas avec ses amis, on négocie avec ses ennemis. Et quand on commence à discuter, on part des positions les plus extrêmes pour arriver à une position minimale. Mais c'est vrai que c'est très très dur des deux côtés. Sauf que du côté, si vous voulez, russe, Poutine a brûlé tous ses vaisseaux diplomatiques. À partir du moment où il s'est engagé avec autant de force dans l'annexion grotesque, bidon, illégale, illégitime de 4 oblasts supplémentaires en plus de la Crimée, il n'y a pas de marche arrière.
Donc, nous connaissons tous les trois ici les négociations diplomatiques, on sait comment ça se passe. Donc, effectivement, en général, on monte plus haut pour descendre. Mais quand vous montez au-delà d'un certain cliquet où c'est votre propre existence par rapport à ce que vous avez vendu à votre peuple qui est engagé, vous ne pouvez plus repartir en arrière. Et c'est l'analyse de Zelensky qui considère que ceux qui veulent le freiner, qu'on dirais-je, renforcent la position russe. Et il faut savoir que du côté de Poutine, Poutine joue la durée, il joue la réélection dans 2 ans de Donald Trump, il joue le réarmement, il joue des masses de poitrines mal armées, mais qui vont submerger l'Ukraine à nouveau par le nord en Biélorussie, où il place des soldats. Et c'est l'analyse de Zelensky qui dit les copains, mes alliés, c'est pas maintenant qu'il faut commencer à parler diplomatie, ça n'est pas le moment du tout. Et tout à l'heure, Donald Trump Jr., son fils, a tweeté il faut arrêter de donner des milliards comme ça à l'Ukraine. Regardez ce qui se passe du côté de la Pologne. La Pologne, un pays que connaît particulièrement bien votre prochaine invitée, Ruth, qui connaît aussi bien la Russie. Oui, Bernard Guetta, il est député européen, mais il était correspondant du Monde à Moscou et à Varsovie notamment. Allez, à tout de suite.